Bonjour, bonsoir, chers téléspectateurs ou auditeurs. Bienvenue à cette nouvelle émission du droit d'agir, dédiée à deux sujets poignants qui touchent nos villes, nos pays et nos vies. Dans un premier temps, nous parlerons des constructions anarchiques. Ces pratiques qui bafouent souvent les règles d'urbanisme, exposant les populations à des risques énormes, notamment les effondrements d'immeubles, ou encore la précarité et même les inondations. Et dans la deuxième partie de l'émission, nous allons parler de la libre circulation des personnes et des biens au sein de la CEMAC. Une fois de plus, bienvenue à vous et merci pour votre fidélité. Pour commencer cette émission, interrogeons-nous sur les causes de ces constructions anarchiques. Et pour explorer ce thème, nous avons sur ce plateau un acteur de la société civile. Il est même déjà notre consultant ici et il est cadre des collectivités territoriales décentralisées. Bonjour, Monsieur Elombo Sonnet Guijoup. Bonjour mon cher Olivier, c'est un plaisir renouvelé de vous retrouver sur le plateau, Carrefour TV, Carrefour Média en général. Et nous passons comme ça un salut assez amical aux milliers de téléspectateurs de notre chaîne. Ok, alors pour illustrer ces constructions anarchiques, regardons cet petit élément pour voir de quoi il s'agit. Filme ça. Hey, Jésus! Jésus de Nazareth! Jésus! Jésus! Oh Dieu! Oh Dieu! Heureusement qu'il n'y a pas quelqu'un dedans. Oh Dieu! Au marécage! Au marécage! Oh Seigneur! Ils sont partis. Alors, Monsieur Lombo, en tant que cadre des collectivités décentralisées, que pensez-vous de ce désordre? Est-ce que c'est le plan d'urbanisation qui n'est pas fiable ou alors ce sont les populations qui sont têtues? Alors mon cher Olivier, les causes sont multiples. Les responsabilités ne seraient uniquement incombées aux populations. Je pense que dans notre tentative de compréhension des causes qui pourraient être à l'origine de cet agissement et des conséquences que nous venons d'observer, on devrait y aller de façon hiérarchisée. Normalement, on retrouvera à la tête des responsables de cette situation l'État. Parce que l'État a le devoir de créer des conditions d'une viabilisation assez évidente pour l'épanouissement des populations. Mais après, on ne saurait non plus également dédouaner les populations qui elles-mêmes, parfois font preuve de mauvaise foi. D'autres méconnaissent des tests, mais il y a une bonne partie également qui, volontairement, se passe de ces tests-là, de la réglementation en vigueur. Donc les causes sont multiples et tout au long de l'émission, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir et d'entrer en profondeur dans la question. Est-ce que les collectivités locales peinent à appliquer les tests sur l'urbanisation ou alors l'urbanisme en milieu, j'ai envie de dire, dans leur milieu, c'est ce que je voulais dire? Les collectivités locales territoriales décentralisées, les communes, comme on les appelle trivialement, ou les mairies, sont à la base de l'application des tests qui régissent l'urbanisme au Cameroun. Parce qu'on va beau dire, mais le ministère de l'Habitat au Cameroun définit les canaux généraux qui régissent l'urbanisme au Cameroun. Nous parlons de la loi de 2004, d'avril 2004, régissant les conditions d'urbanisme au Cameroun. Mais après, le Code général des collectivités
territoriale décentralisée définit clairement le rôle que doivent jouer les mairies et les régions. Donc, elles sont à la base même de ces problèmes-là. Maintenant, vous savez, pour nous qui sommes dans des communes, on a également des limites. Il y a des limites, il y a des pesanteurs qui ne pourraient pas permettre aux mairies de jouer efficacement leur rôle. On va vous parler des moyens, la logistique et autres. Alors, ce que je veux savoir maintenant, on sait que les constructions anarchiques impliquent souvent des détournements des services publics. Que font concrètement les collectivités territoriales pour contrer ces pratiques? Je vais illustrer de manière imagée la réponse que je vais donner à la question pour que nous puissions rentrer de plein fouet et de façon pragmatique dans les tentatives de compréhension du phénomène du désordre ou de l'anarchisme dans les constructions dans nos villes. Voyez-vous, tout commence généralement par la nature de l'acquisition des espaces. Vous savez, normalement, les mairies au Cameroun sont censées être dotées des plans d'occupation des sols. C'est le plan d'occupation des sols qui définit exactement quelle zone dans telle commune est constructible ou pas. Quels sont les types d'équipements, d'infrastructures que devrait accueillir la commune dans tel espace ou tel autre. Normalement, les certificats d'urbanisme sont une obligation, sont un préalable à toute construction. Mais je vous le disais à l'entame, il y a des populations qui font preuve de mauvaise foi. C'est-à-dire, il y a des gens qui veulent construire, qui sont bien évidemment avisés, qui savent qu'il faut obtenir au préalable un certificat d'urbanisme, un permis de bâtir par la suite, mais qui ne le font pas. Pourquoi? Parce qu'il existe, il règne dans nos espèces d'administration ce qu'on pourrait appeler la sempiternelle tolérance administrative, qui fait que forcément, comme il n'y a pas de répression, la prévention en elle-même également devient caduque. Donc, je disais tantôt qu'à travers la nature même de l'acquisition des espaces dans lesquels sont construites ces maisons de fortune, il y a matière à revenir à la source. Est-ce que dans les collectivités locales, il y a assez de possibilités, assez de moyens pour la gestion des infrastructures? Mon cher Olivier, vous faites bien de poser cette question parce que vous touchez du doigt la réalité en elle-même. Vous savez, à chaque fois qu'on évoque la question des constructions anarchiques, les administrations et généralement les collectivités, les mairies, disent « nous n'avons pas suffisamment de moyens ». Parce que les mairies sont appelées à être dotées, capacitées, pour pouvoir lutter contre ce phénomène, ce fléau. Or, vous savez bien que la loi sur la décentralisation prévoit au Cameroun que 15% du budget national soit alloué aux communes, aux différentes communes, je pense 360 communes au Cameroun. Malheureusement, c'est à peine 5% du budget national. Donc il y a un problème de moyens. Maintenant, ensuite, je vais vous dire quelque chose qui pourra peut-être surprendre nos nombreux téléspectateurs. Il y a également la dimension politique ou politicienne de la chose. Parce que tout émane de la volonté politique. Mais après, vous savez que nous sommes dans des environnements électoraux assez délicats. Parfois, avec le peu de moyens que l'on a ou dont disposent les collectivités territoriales décentralisées, les magistrats municipaux, les maires, n'osent pas aller jusqu'à la répression de ces actes-là, parce qu'il y a des calculs électoraux qui sont faits parfois de manière à ne pas surtout à l'approche heurter, la sensibilité des zones qui sont concentrées, mais concentrées de manière inconséquente et très dangereuse pour la vie de ces populations. Monsieur Lombo, est-ce qu'il y a des zones qui sont devenues inaccessibles, on le sait, à cause de l'urbanisation désordonnée? Alors, quelles actions sont prévues pour réhabiliter ces zones tout en respectant les populations là où elles sont installées? C'est le principal dilemme de la question. J'aimerais vous dire que, je prends un exemple simple, pratiquement la ville de Douala, nous avons à peine 10% de demandes de permis de bâtir ou de certificat d'urbanisme sur
pratiquement 1 million de constructions disponibles. Vous voyez le gap qui existe entre les demandes et l'existant. Maintenant, la question qui revient généralement et qui touche à l'humanisme, au volet sensible de la chose, c'est-à-dire les populations sont installées sur des zones normalement qui ne conviennent pas d'être susceptibles de construction. Après, comment les déguerpir? Est-ce qu'il faille appliquer une espèce de fermeté dans la répression? Est-ce qu'il faille considérer les droits humains naturels de se loger, de se vêtir? Bon, vous voyez, cela rend difficile la question. Mais moi, je fais partie de la minorité qui pense qu'il faudrait peut-être faire de la prévention répressive. Qu'est-ce que j'entends par prévention répressive? Que d'aller casser par la suite, je pense qu'il faut que les mairies et les communes commencent à adopter des politiques ou des stratégies de zonage, labelliser des zones, parce que cela est prévu dans les plans d'occupation des sols. C'est-à-dire définir déjà dès le départ des zones comme non constructibles, y mettre des plaques ou tout au moins baliser ces zones-là pour que les personnes qui viennent acquérir des lopins de terre sur ces espaces sachent au préalable que ces espaces ne sont pas constructibles, que ce sont des zones à écologie fragile par exemple, ou des zones impropres à la construction. Cela pourra donc justifier par la suite des déguerpissements massifs ou collectifs que l'on observe très souvent. Et pensez-vous qu'une réforme législative pourrait améliorer la gestion de ces territoires? Peut-être, c'est une option, mais avant la réforme législative, il faudrait peut-être réactualiser déjà les plans d'urbanisme existants. Alors, chers téléspectateurs, vous l'aurez compris, la question des constructions anarchiques touche non seulement à l'esthétique de nos villes, mais aussi à la sécurité des populations. Nous allons regarder ce reportage de Diane Laure Misekou sur les responsabilités et les causes de ces constructions anarchiques. Dans le secteur de la construction, les actualités restent marquées par les effondrements et les pertes en vies humaines. L'urbanisme poussé, autrement dit, la construction anarchique au Cameroun est un fléau qui mine la société car l'expression « construire à tout prix » règne encore et toujours. Les effondrements des maisons, les éboulements et même des inondations sont les conséquences de l'incivisme. C'est parce que beaucoup sont très inciviques. Ils ne sont pas là pour regarder quelle est la norme. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un état où tout le monde pense qu'il peut écarter la norme et normaliser l'écart. C'est archi faux. Et lorsque vous le faites, vous ne respectez pas les autorités compétentes. Vous ne respectez pas les normes. Qu'est-ce qui va se passer? Il doit arriver toutes ces choses-là. Alors aujourd'hui, si vous voulez bâtir un habitat sain, un habitat propre, un habitat dans lequel vous n'aurez pas de problème, un habitat dont vous pouvez bâtir et faire plus de 100 ans là-bas. Parce qu'aujourd'hui, le défi, c'est de bâtir un habitat qui puisse durer près de 100 ans avant qu'il y ait les murs même de se fissurent. Alors, lorsque les gens se permettent quand même d'aller faire des constructions anarchiques, là, on ne sait pas vraiment ce qui peut les attendre, on ne sait pas ce qui peut leur arriver à tout moment. L'occupation anarchique des sols est la conséquence du désordre urbain observé dans les grandes villes de notre pays. Résultat, les maisons poussent comme des champignons dans la plus grande anarchie au vu et au su des autorités. La faute, selon les observateurs, ne saurait incomber uniquement aux populations qui font fi des mesures en matière de construction. Toutes les mesures pour punir les populations et dire voilà une zone à risque, pas une autre zone à risque, et on essaie de plaquer donc les plaques et des aides qui permettent à sorte que aucune personne ne pourrait s'engager dans des zones à risque. Maintenant, avec le système gouvernemental, on arrive par de temps en temps à informer les populations s'y engagent. Maintenant, on se retrouve avec des éboulements, on se retrouve avec ébranlement de terrain qui cause des destructions en tant que matière humaine. Et donc, on s'est retrouvé. Il faut pointer Et dans notre pays, il faut parler aussi des populations. Elles aussi sont très têtues. À des moments, les populations connaissent que voici une zone marécageuse où, en faisant une construction, on peut se retrouver en train d'avoir une pompe. Mais à la de l'acquisition d'une parcelle de terre, sont obligés de
Faut savoir que les constructions anarchiques ne s'installent en un jour. Cette situation est similaire à notre vie quotidienne et à la gestion de notre famille. Comment en est-on arrivé là? L'avis d'un expert en gestion de crise d'habitation tentant de trouver une explication. Plusieurs choses peuvent causer l'effondrement d'un bâtiment. L'autoconstruction sans plan d'un ingénieur. Il peut y avoir aussi l'absence d'un bon élément dans la construction susceptible d'affecter la solidité du bâtiment. Nous pouvons aussi avoir une mauvaise étude géotechnique. Les faiblesses peuvent être observées à travers les fissures de la fondation, le soulèvement ou l'affaissement même assez important de la dalle de plancher. Nous pouvons penser à un mur qui commence à se pencher. Pour éviter que surviennent des catastrophes comme celles observées depuis très longtemps dans notre entourage, il y a des autorités compétentes avec qui se rapprocher pour un palliatif. Il y a des autorités compétentes. Si vous êtes dans une ville, allez vers votre municipalité. Il y a les communes qui sont là. Il y a une régie qui s'occupe effectivement de cet aspect, de cette question de l'habitat là, dans les municipalités. Vous avez le ministère de l'Habitat et du Développement urbain. On parle de l'habitat. Vous les bâtis, allez voir le ministère demander, ok, voici une zone où je vais bâtir ma maison. Quel est donc le type de logement ou bien le type d'habitat qu'on peut faire à cet endroit? Il y a des spécialistes, des ingénieurs dans ce domaine-là qui peuvent mieux vous orienter. Allez voir le ministère des cadastres, des domaines et des affaires foncières pour dire effectivement voici la zone que je vais bâtir. Est-ce que cette zone est comme ceci? Allez délimiter vos zones, allez vous faites ceci, vous payez. Et surtout que ce soit des zones qui n'ont pas de problème avec un particulier, avec l'État, avec quiconque. Donc allez vers ces gens-là pour essayer de voir. N'allez pas juste bâtir parce qu'il faut aller bâtir, on a trouvé un espace qui est libre. Très souvent, l'on entend parler des opérations et des campagnes de démolition dans nos quartiers et villes. Est-ce vraiment suffisant? Faudrait attendre que la construction soit faite pour sensibiliser, des interrogations encore sans réponse, mais qui laissent entendre un certain laxisme de la part des pouvoirs publics. L'urbanisation poussée reste aujourd'hui vue comme un premier facteur causal du réchauffement climatique. Faudrait donc s'en préserver. Alors, c'était donc ce reportage de Diane-Laure Missoukou sur les causes et les responsabilités de ces constructions anarchiques. Monsieur Lombo, les populations disent souvent que les permis de bâtir sont délivrés sans contrôle rigoureux. Que répondez-vous à ces accusations? Vous savez, ce sont des échappatoires. Bien que n'évacuons pas totalement cette accusation qui peut être fondée. Et pour nous qui vivons la chose au quotidien, je puis vous dire qu'elle est souvent fondée. Parce qu'on a des agents sur le terrain qui se permettent parfois de se laisser aller à la corruption, à des actes de corruption, juste parce que dans ces zones, on ne peut avoir un accès possible et autres. Des utilisateurs d'étiquettes d'agents communaux et autres pour pouvoir pratiquement soudoyer les usagers qui construisent dans des zones. Est-ce que vous êtes au courant qu'il y a des mesures en cours qui vont tendre à améliorer la délivrance et rendre même transparent la délivrance de ces permis de bâtir? Oui, il y a des mesures. Le problème, ce n'est pas des mesures, mon cher Olivier. Il y a des mesures. Moi, je prends l'exemple de la ville de Douala, avec la mise en place du guichet unique, pour faciliter, pratiquement 15 jours, pour faciliter le paiement et l'acquisition des actes d'urbanisme et autres permis de bâtir, de lotir. Vous savez, les mécanismes administratifs sont bien en place. Mais c'est l'applicabilité. C'est l'applicabilité. Parfois, on va vous dire, par exemple, la mairie de ville, que pour réactualiser quel plan d'occupation des sols, la mairie à elle seule ne peut supporter le coût. C'est-à-dire que, se basant sur la dotation de l'État, elle ne peut le supporter. Il faut chercher des partenaires financiers extérieurs. Et cela complique encore davantage les opérations. Et pourtant, les urgences sont déjà là. Moi, je vous prends également l'exemple des marchés qui pullulent en désordre, pratiquement au bord sur la chaussée, les trottoirs à chaque fois. À Douala, vous voyez, on a des commerçants qui sont déguerpis tous les jours, mais qui reviennent le lendemain. C'est le même phénomène avec les constructions anarchiques. Vous voyez, des agents communaux qui passent à chaque fois mettre à détruire 24 heures, à détruire 72 heures, à enlever. Mais après, les constructions continuent. Les gens tournent des maisons. Les Camerounais sont essentiellement de mauvaise foi, mais on ne saurait leur incomber à eux seuls.
ces pratiques parce que, je le dis encore, l'État est démissionnaire dans ses missions régaliennes. Il faudrait que l'État arrive véritablement à faire appliquer la décentralisation. Tout à fait. Pour permettre aux mairies de véritablement faire leur travail. Parce que les mairies aujourd'hui, tant qu'elles dépendent encore de l'État hyper centralisé, ne peuvent se mouvoir comme il se doit pour enrayer ce phénomène. Alors, en tant qu'observateur, les réalités locales sont souvent difficiles à cerner. Mais on peut... Pourquoi les populations choisissent souvent la voie de l'informel pour se loger? Pourquoi les populations ont souvent tendance à aller, j'ai envie de dire, vers le faux? Pourquoi pas? Mon cher Olivier, les populations agissent généralement comme des braqueurs. Bon, je peux prendre cette image-là. C'est-à-dire, la facilité est toujours mieux que la chose compliquée. Vous savez que chez nous, avec le lourdeur administratif, la paperasse, pour l'obtenir, il faut monter et descendre. Et le phénomène de corruption qui n'en finit plus. Est-ce que ce n'est pas aussi un problème ravages. de manque de confiance envers les institutions? Peut-être oui. Il y a une espèce de crise de confiance naissante entre eux, les populations, les usagers et les administrations qui, ma foi, parfois développent des pratiques peu orthodoxes. Vous voyez? Donc, du coup, les populations préfèrent construire de façon désordonnée, anarchique. Et puis, à la fin, il n'y a pas de contrôle. Les Camerounais, je vous dis, ce sont les seuls êtres au monde qui préfèrent la répression à la sensibilisation. Ce sont les seuls. Et observez bien le phénomène, mon cher Olivier. C'est à chaque fois, après un éboulement, après une inondation, que ces populations prennent conscience. Mais vous allez faire des tours sur le terrain, chaque semaine, chaque jour, pour leur dire, la zone sur laquelle vous êtes installé n'est pas convenable. Elles ne vont pas s'exécuter. Les constructions anarchiques sont souvent le fruit de la spéculation foncière. Comment est-ce que les collectivités et la société même civile peuvent collaborer pour lutter contre ce fléau? On en parlait à l'entame de l'émission, de la nature des acquisitions. Oui, mais de manière plus approfondie, parce que c'était superficiel. Quand même. Voilà, de manière plus approfondie. Il faut dire que là également, il y a une espèce d'inadéquation et d'incompatibilité entre les différentes administrations. Normalement, on devrait assister à des scénarios où la commune et la sous-préfecture, le MINCAF, la délégation départementale du ministère des Cadastres, travaillent de concert pour pouvoir s'assurer que toutes les constructions qui sont faites sur des espaces donnés n'empiètent pas sur les différents domaines privés de l'État. On devrait avoir cette coordination, sauf qu'elle n'existe pas. Chaque administration se contente de délivrer, via parfois des sommes indues, les documents qui lui sied, sans s'assurer à la base. Par exemple, la sous-préfecture ne s'assure pas que la commune a délivré le certificat. N'a-t-il pas de comité de vigilance de la part des citoyens eux-mêmes? Les citoyens eux-mêmes ne peuvent pas assurer cette vigilance-là. Vous voyez, il y a une espèce d'autotonie qui de plus prend de l'ampleur dans nos sociétés. Les villes sont en train de connaître une extension vers les périphéries. Tout à fait. Et qu'est-ce qui se passe? Ce phénomène est celui, normalement, il est admis au Cameroun, par exemple, qu'il ne faut pas, on ne peut pas acquérir un terrain non titré, non immatriculé. Tout à fait. Or, c'est la pratique la plus répandue dans notre pays aujourd'hui. Les gens construisent sur ces périphéries. Qu'est-ce qui se passe? La plupart du temps, ces périphéries ne sont pas immatriculées. Les gens vont dans la classe moyenne, puisqu'il y a également une montée en puissance d'une classe moyenne au Cameroun. Et cette classe moyenne, qui aujourd'hui jouit quand même d'une certaine capacité financière, admet de plus en plus que le meilleur investissement, c'est l'immobilier. Sauf que l'immobilier, s'il faille respecter les canaux, il y a des dépenses à faire. Et moi, je puis vous rassurer que chacun choisira la voie la plus facile, qui c'est-à-dire obtenir un lopin de terre à un prix pratiquement très bas, y entamer des constructions de la manière la plus rapide. Au cas où quelques agents communaux passent par là, on peut les soudoyer avec un peu d'argent et continuer ces constructions. Au finish, on aura des bâtisses, on aura tout un quartier déjà installé
les déguerpis deviennent difficiles parce qu'on va évoquer des questions sociales, de vie et autres. Vous voyez, nous sommes dans un environnement global où règne un certain laxisme qui ne permet pas que nous puissions véritablement faire les choses. Dans certains cas, des familles entières vivent souvent dans des zones non réglementées. Comment il faut faire donc, pour arriver à être ferme et surtout dans la régularisation même de ces zones-là par rapport à ces citoyens qui, parfois, quand ils s'installent, il faut dire qu'ils ont avec eux des preuves à l'appui. Peut-être que certaines autorités impliquées dans le processus et qui, une fois qu'ils ne sont plus en poste dans la zone, après, ça devient un problème qui est laissé derrière. Et je parlais du phénomène du marchandage, la corruption. Tout à fait. Qui sévit dans nos administrations et qui ne permet plus aux administrations de travailler dans une espèce de neutralité efficace que l'on devrait normalement reconnaître ces administrations-là. Et les collectivités locales décentralisées. L'administration est impliquée jusqu'au cou? Oui, je puis vous le dire. Il y a tellement d'agents communaux, de magistrats municipaux qui sont impliqués dans des réseaux. Il y a des réseaux connexes qui favorisent et qui facilitent ces constructions dans des zones inaccessibles. Par exemple, la Douala, Bonabéry, Douala 4e, est une zone pratiquement école où on pourrait trouver des cas. Il y a des gens qui remblent des marécages avec de la terre de remblai. Et pourtant, ces opérations nécessitent, les constructions sur ces zones nécessitent normalement, si au cas où on les autoriserait, des techniques de construction spécifiques. Tout à fait. Avec des professionnels qui maîtrisent véritablement le dosage, le métrage et toutes ces choses. Mais il y a tout un réseau, il y a des réseaux qu'on connaît maintenant dans les collectivités qui favorisent l'émancipation et la prolifération de ces constructions-là. Et c'est bien dommage pour notre société. Alors, je souhaite, avant la fin de cette première partie de notre émission, qu'on regarde ensemble ce reportage de Seydou Al-Abdou sur les conséquences des constructions anarchiques. Dans la quête d'un toit, de nombreuses familles camerounaises n'hésitent pas à s'installer dans des zones non viabilisées et à haut risque. Derrière ce phénomène, la pauvreté et le manque de sensibilisation jouent un rôle prépondérant. Des quartiers entiers émergent sans respect des normes d'urbanisme, transformant la quête d'un abri en un véritable péril. Ces habitations illégales, souvent fragiles, exposent leurs occupants à des dangers permanents. Ce qui part chercher le moins cher, mais le moins cher que tu cherches à la longue. Lorsque vous construisez dans un endroit hydromorphe, les zones marécageuses qui sont interdites, vous avez le risque d'être déguerpis et vous avez tous ces risques d'inondation avec les maladies qui peuvent s'entrer. Quand le besoin d'un abri tourne au drame, les glissements de terrain, les effondrements et des inondations sont les premières conséquences visibles de ces constructions désordonnées. Chaque saison des pluies apporte son lot de catastrophes. Maisons englouties, familles endeuillées et quartiers ravagés. Les victimes sont souvent les plus démunies, n'ayant d'autre choix que de vivre dans des zones dangereuses. Dans un marécage, dans une zone à risque, on ne vous vendra pas le mètre carré comme on vous vendra le mètre carré dans un quartier IP. L'instinct de survie, de vouloir trouver un abri, un toit où on peut vivre avec sa famille, même si à l'intérieur ce ne sera pas un habitat décent. Le phénomène est aggravé par une urbanisation galopante et mal contrôlée. Le manque de logements sociaux pousse les populations à improviser des habitations sans autorisation ni suivi technique. C'est des espaces qui ont été construits pour des personnes aux revenus moyens. Mais allez regarder, c'est des hauts fonctionnaires, c'est des personnes suffisamment nantis qui vont prendre ces espaces-là, parfois à des coûts très, très dérisoires. Même les logements sociaux qui ont été construits pour permettre à celui qui n'a pas suffisamment de moyens de pouvoir avoir un toit, ils ne sont pas disponibles. Comme conséquence majeure, des pertes en vies humaines. La maison s'est écoulée. Quand j'arrive, mon fils était dans la chambre là avec sa camarade de classe. J'avais 3 locataires là-dedans. Mais 2 ont pu s'échapper, entrer dans la grande maison. Mais 3 autres sont partis, on a pu sauver 2. Mais une petite qui était enceinte, elle est sans vie.
On n'a pas encore retrouvé le corps. Les impacts ne se limitent pas qu'aux habitants. Les effets de cette situation se font également ressentir sur l'environnement. Déforestation massive, pollution des rivières et destruction des sols. Pour contrer cette menace, une réponse ferme et cohérente est nécessaire. Sensibiliser les gens. Les communautés urbaines et rurales doivent mettre les affiches, bien que parfois on les voit faire. Ici, domaine privé de l'État, des trucs comme ça. Si vous voyez un marécage, ne construisez pas. Et que les mairies ne délivrent plus les permis de bâtir en désordre. La construction anarchique n'est pas seulement un problème d'habitat, mais un symptôme des inégalités sociales et d'un développement mal planifié. Il est donc urgent d'agir pour éviter que ce phénomène ne devienne une menace irréversible pour les populations et l'environnement. Alors, M. Lombo, pour conclure cette première partie de notre émission, pensez-vous que la société civile joue suffisamment son rôle de sensibilisation et même d'accompagnement des populations? Moi, je le pense et je le crois fermement. La société civile joue pleinement son rôle. L'on observe des campagnes de sensibilisation décentralisées, parce que c'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Il faudrait permettre que l'information et la bonne information arrivent. Y a-t-il un programme de temps en temps? Parce que le public, après nos enquêtes, ne semble pas être très informé. Oui, vous savez, je vous ai parlé de mauvaise foi. Il y en a qui sont informés, mais font semblant de ne pas être informés. Et moi, je vous le dirais, pour sortir de la question, mon cher Olivier, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait penser aux villes intelligentes. Tout à fait. Vous savez, on ne peut plus continuer en l'état de se concentrer, de concentrer les populations uniquement à Douala, Yaoundé et Bafoussam, par exemple. Il faut développer des villes secondaires, permettre aux villes secondaires d'avoir des infrastructures qui permettent de ne pas connaître cet exode rural qui continue. Et vous savez, je vais peut-être encore vous surprendre, mais l'État doit prendre ses responsabilités. Ailleurs, pourquoi pas? C'est les collectivités qui construisent des cités, des maisons. Et les revendent, par exemple, aux populations. Vous revenez sur ce problème d'hypercentralisation. Oui, d'hypercentralisation. Ailleurs, c'est des villes qui construisent des maisons. C'est-à-dire, on vous dit, dans telle zone, nous allons construire des maisons de type 3 chambres, 2 douches et autres. Et maintenant, mettre en place un système de crédit qui permette aux travailleurs moyens, c'est-à-dire à la classe moyenne, de payer au fur et à mesure à travers des collaborations, des partenariats avec des banques. Donc, il faut arriver à développer de tels schémas de financement ou de paiement pour permettre au moins une viabilisation programmée et planifiée de nos villes. Parce que les villes aujourd'hui se développent comment? Les populations se lèvent un matin et on crée un nouveau quartier. Un quartier qui n'est ni connu des communes, qui n'est ni connu de l'État. Après, les populations elles-mêmes lui donnent un nom. Et l'État se retrouve avec des quartiers qui pullulent partout. Et le seul moyen qu'il a par la suite, c'est de dire qu'il faut casser, il faut déguerpir sa population. On ne peut plus continuer de fonctionner comme ça. Il faudrait que chaque administration, que l'État prenne ses responsabilités, que les collectivités soient sérieuses dans la planification des constructions. Et peut-être avec le temps, les populations pourront comprendre. Merci beaucoup, M. Elombo Sonet Guy Jopel, qui est notre consultant, cadre des collectivités territoriales décentralisées et en même temps acteur de la société civile, un visage déjà bien connu sur Carrefour Télévision. Merci d'être passé ce matin sur ce plateau. C'était un plaisir, comme toujours. Un plaisir renouvelé et partagé, mon cher Olivier. Merci. Alors, chers téléspectateurs, on va se retrouver après cette transition pour la deuxième partie de notre émission. Nous voici donc pour la deuxième partie. On va retrouver cette fois-ci un invité par Skype pour cette deuxième partie. J'espère qu'il est déjà en ligne. Il s'agit du docteur Mbakwara, professeur de sciences politiques à l'université de Douala. Et nous parlerons de la question de la libre circulation des personnes au sein de la CEMAC, qui est un enjeu très important pour l'intégration sous-régionale en Afrique centrale. Bien que cet objectif ait quelques petites difficultés à se mettre en place, ça reste quand même
une option assez cruciale pour le devenir même de nos pays. Pour discuter donc aujourd'hui de cette question, oui, voilà, le docteur Bakwara est déjà avec nous en ligne. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, écoutons d'abord Maître Ndjanko Issa Nasser qui va nous éclairer sur les défis de la libre circulation en Afrique. En réalité, qui apporte, on va dire, qui tend à décourager ceux qui croient à l'intégration. En réalité, les choses avancent beaucoup. Nous avons démontré tout à l'heure qu'il y a un passeport communautaire dans ces trois versions. Diplomatique, ordinaire et de service. C'est un instrument puissant parce qu'il vous permet de circuler dans les 6 pays de la CENA et il vous sert de pièce d'identité aussi, ce qui n'était pas le cas avant. Il y a 2 accords supplémentaires. C'est un accord de coopération judiciaire entre les 6 et un accord d'extradition. C'est-à-dire que la libre circulation ne veut pas dire qu'il n'y a pas de contrôle. Il y a 0 contrôle. Ça veut juste dire qu'il y a des contrôles plus efficaces, plus adaptés, qui rassurent tout le monde de circuler dans de bonnes conditions de sécurité. Parce que d'ailleurs, ça a été longtemps ça le problème. Le Cameroun a une longue frontière terrestre et maritime avec le Nigeria. Donc c'était de nature à inquiéter ceux qui sont des pays moins peuplés. Est-ce qu'on ne va pas avoir un flot qui nous vient du Nigeria? Donc je pense qu'aujourd'hui, la mise en place des fichiers nationaux, la mutualisation de ces fichiers permet de mieux maîtriser la circulation et de garantir ainsi au plan de la sécurité la circulation. Il y a d'autres mesures. Il y a d'autres mesures au plan de la coopération, mais voilà juridiquement les outils disponibles. Alors, j'ajoute, on n'a pas beaucoup parlé des juridictions. On a une cour de justice communautaire où effectivement des recours peuvent être déférés pour protéger la liberté. C'est plus difficile quand vous êtes personne individuelle, si vous subissez un préjudice du fait de l'atteinte à vos droits de circuler. C'est plus difficile, mais on peut s'organiser pour que le préjudice soit établi, déférer à un tribunal de droit commun, épuiser dans les voies de recours internes et puis arriver à la cour de justice qui est basée à N'Djamena et qui va se prononcer un dernier ressort sur ce cas de violation particulier du droit à circuler librement dans la communauté. Les États également doivent garantir cette liberté s'il y a des manquements. Là, c'est l'action publique. Donc, aussi bien l'État que les particuliers peuvent actionner des procédures juridictionnelles pour garantir cette liberté. Justement, maître, vous avez... Donc, ce n'est pas un mythe. Il faut tout dire. Justement, maître, vous avez parlé de... On peut évoquer éventuellement la juste circulation. Oui. Qu'entendez-vous par là? Alors, c'est né de nos échanges avec les autres confrères. Il y a la libre circulation. Tous les instruments juridiques internationaux, communautaires le consacrent. Il y a la libre circulation dans les textes. Mais quand on est en communauté, ça protège d'abord les ressortissants communautaires. C'est d'abord eux les bénéficiaires de la libre circulation. Qu'en est-il de ceux qui ne sont pas ressortissants de la communauté? C'est là où il y a parfois de la crispation. Ils veulent accéder, il leur faut un visa. Ici, au niveau de l'Afrique, ça ne pose pas beaucoup de problèmes. En Afrique de l'Ouest, ils ont un visa unique. Si vous avez un visa ivoirien, étant étranger, vous pouvez circuler dans tous les pays de l'UEMOA. Dans l'espace Schengen, c'est plus problématique. Parce que, par exemple, les ressortissants subsahariens qui veulent aller légalement dans l'espace Schengen sont parfois l'objet, malheureusement, de refus arbitraires. Et dans ce sens, nous avons exposé aujourd'hui les procédures qui devraient prendre l'habitude d'actionner pour se défendre. Aucun juge français ne laisse passer un refus arbitraire. Aucun. Alors, maintenant, parlons du travail en lui-même. Quelle est la plus-value de tout ce que vous réalisez aujourd'hui? Et bien sûr, ça va toucher qui? Qui est-ce qui doit être concerné par ceci? Alors, c'est une première expérience. Les avocats, c'est d'abord les prétoires. Hein. On se retrouve ici parce qu'on veut élargir l'audience sur cette question.
Comment est née cette conférence? Un peu d'histoire. On s'est rendu compte que depuis un certain temps, il y a une croissance, une inflation du contentieux des refus de visa. Voilà. Malheureusement, on est là au limite du droit communautaire. Il y a une croissance des refus de visa et ça pose des problèmes finalement de coordination entre les avocats. Si on vous refuse le visa d'entrée dans l'espace Schengen, et que vous êtes au Cameroun, comment vous vous défendez alors que la juridiction compétente en ce qui concerne la France est située à Nantes? Et dans le cas espagnol, c'est situé à Madrid. On a pu vérifier ça ensemble. Comment on peut s'organiser? C'est pour ça qu'on a pensé que les avocats doivent pouvoir se mettre en réseau pour, on va dire, collecter les dossiers de refus, les instruire, pour ne pas avoir à tout embrasser, y compris les cas dont on n'a pas besoin, pour assurer l'effectivité et l'efficacité des recours, des contestations. Donc, ceux qui sont dans les pays... Alors, chers téléspectateurs, vous avez pu écouter Maître Ndianko Issa Nasser sur la libre circulation en Afrique. Et à présent, on se tourne vers le docteur Bakwara, qui est déjà en ligne. Et comme je vous le disais il y a quelques secondes, on va l'accueillir par Skype. C'est une possibilité ici à Carrefour Télévision. Alors, bonjour docteur Bakwara. Bonjour Olivier Blanchard et Coca. Bonjour à tous les téléspectateurs de Carrefour Télévision. Je suis ravi de l'occasion que vous m'offrez d'avoir à échanger avec vous sur une thématique qui est au centre des préoccupations de l'ensemble des populations de l'Afrique centrale. Et c'est donc avec beaucoup de plaisir que, dans les limites de mon expertise, je m'en vais éclairer votre lanterne sur les tenants et les aboutissants de cette question, celle de la libre circulation dans l'espace communautaire CEMAC. Alors, dites-nous, pourquoi la libre circulation des personnes en CEMAC reste-t-elle toujours un sujet de blocage majeur, malgré tout ce qui a été fait et tous ces engagements initiaux des États membres? La libre circulation des personnes dans l'espace communautaire CEMAC reste prisonnière des calculs rationnels de certains États qui estiment que le fait d'ouvrir les frontières est pour eux, ces États, plus une perte qu'un gain et qui font donc tout ce qui est en leur pouvoir pour freiner autant que faire se peut l'effectivité de cette libre circulation. C'est tout simplement le fait d'une espèce de calcul qui se situe entre communautarisme et individualisme, les uns pensant que en épousant une posture beaucoup plus individualiste, ils gagneraient plus qu'à adhérer au mouvement communautariste qui oblige donc ou qui appelle tous ces États à ouvrir leurs frontières afin de rendre effectif la notion de marché commun à laquelle le mouvement d'intégration communautaire les appelle tous. Quels sont donc les principaux mythes qui nourrissent la réticence de certains États comme le Gabon, la Guinée équatoriale envers l'ouverture des frontières? Olivier Blanchard, deux principaux mythes nourrissent les réticences de certains États quant à rendre la libre circulation effective. Le premier, c'est celui de l'envahissement. Certains États à faible démographie estiment que les ressortissants des États à forte démographie vont tout simplement les envahir et donc font tout ce qui est en leur pouvoir pour empêcher qu'il y ait cette espèce de pénétration, d'infiltration non contrôlée de la population ou des populations étrangères. Deuxième élément, c'est celui de la déperdition de la monnaie. On a l'impression que, pour certains États, ils ont l'impression que ces étrangers qui arrivent, viennent, ils se font de l'argent et repartent avec cet argent
chez eux, ce qui fait que on veut, autant que faire se peut, limiter les sorties d'argent, la sortie de la monnaie du territoire national, ce qui est quand même paradoxal étant donné que nous nous retrouvons dans une communauté monétaire. Est-ce que vous pensez que les préoccupations de spoliation économique et de sécurité sociale sont fondées, ou alors elles sont les prétextes pour justifier ces politiques restrictives? Le mythe de l'invasion démographique, particulièrement, a une influence négative sur la politique migratoire parce qu'il se traduit par un renforcement de toutes les conditions qui sont exigées, un durcissement des exigences, notamment au niveau de la frontière, pour permettre l'entrée en ressortissant CEMAC sur le territoire national, ce qui fait que alors que les choses devraient aller de soi, on finit par créer des nouvelles exigences, vous demande de produire d'autres documents qui ne sont pourtant pas annoncés et qui ne sont pas supposés être exigés à l'entrée du territoire national. Donc, cela a eu une influence négative sur l'activité migratoire au sein de l'espace communautaire CEMAC-CEAC. Alors là, vous parliez plutôt de l'influence de ces mythes, notamment l'invasion démographique. Mais j'aimerais que vous répondiez à cette question, docteur. Est-ce que vous pensez que les préoccupations de spoliation économique et sociale sont vraiment fondées? Cette question est importante, docteur. À la vérité, l'idée de spoliation économique est un mauvais préjugé. C'est un préjugé parce que dans ce cas, l'accent est beaucoup plus mis sur les fonds qui sont expatriés, mais on ne tient pas compte de ce que ces fonds sont le résultat d'une transaction, d'un échange, d'un commerce. Et on ne tient pas compte du fait que ces fonds viennent en contrepartie d'un bien qui entre et qui reste dans l'État. Je veux dire quoi? Je veux dire que lorsqu'on a un agriculteur qui part de Sangbélima avec sa banane plantain et qu'il va la commercialiser à Libreville, pour les habitants de Libreville, c'est une aubaine. Parce que c'est une banane plantain qui va leur revenir à moindre coût. Et c'est une banane plantain qui sûrement est de meilleure qualité. C'est pour cela qu'elle est fortement demandée là-bas. Donc, pour eux aussi, il y a un gain. Il n'y a pas spoliation. Au contraire, il y a juste accélération de l'activité économique. Il y a eu juste accélération des transactions économiques. Toutes choses qui vont dans le sens, vont à l'avantage de l'économie nationale gabonaise. Donc il n'y a pas de spoliation. Il n'y a pas de spoliation d'une façon ou d'une autre. Il y a échange, il y a activité économique et cette activité est bénéfique à tous. Alors, professeur, avant la CEMAC, c'était l'UDEAC. Comment l'historique de l'UDEAC et de la CEMAC a-t-il façonné les perspectives actuelles sur la libre circulation? La libre circulation des personnes et des biens est une suite logique du modèle d'intégration économique choisi au sein de l'espace communautaire CEMAC. Ce qu'il faut savoir, je m'explique, ce qu'il faut savoir, c'est que le modèle d'intégration choisi au sein de la CEMAC est un type d'intégration fondé sur la monnaie commune, donc d'où l'appellation d'ailleurs communauté économique et monétaire. Il s'agit, l'idée de fond est de créer un marché commun en s'appuyant sur une seule et même monnaie. Et qui dit marché commun sous-entend ou suppose l'accès équitable à tout point de ce marché aux biens et aux services.
Cela veut dire quoi? Cela veut dire que de façon très simple, pour revenir sur l'image de la banane plantain, eh bien, le doigt de banane plantain devrait coûter le même prix à Douala, à Libreville et à N'Djamena. Mais pour que le doigt de banane coûte le même prix à Douala, à Libreville et à N'Djamena, il faut que N'Djamena, Libreville et Douala aient un même accès aux bananes plantains qui sont cultivées, je ne sais pas, à Fumban, à Fumbot, ainsi de suite. Donc, cela sous-entend qu'il faut qu'il y ait la possibilité d'une libre circulation de cette banane de Fumbot, de Fumban, de Sangmelima vers N'Djamena, et ainsi de suite. Donc, la libre circulation est une suite logique de l'idée de marché communautaire qui est voulu dans le modèle d'intégration choisi ou alors en application dans l'espace communautaire CEMAC. Docteur Mbagwara, en quoi la libre circulation est-elle importante ou même alors déterminante pour l'intégration économique et la stabilité de la sous-région? La libre circulation des personnes et des biens est une condition sine qua non de l'intégration économique à l'intérieur de l'espace CEMAC. Tout simplement parce que sans libre circulation, il n'est pas possible qu'il y ait une convergence des économies. Et sans convergence des économies, le projet d'intégration communautaire que porte la CEMAC ne peut et ne saurait être effectif. Il faut que les biens et les services soient offerts à tout point de l'espace communautaire et à des prix qui soient les mêmes. C'est cela, c'est cette convergence au niveau de l'économie qui est recherchée par le modèle d'intégration en application à la CEMAC. Et sans libre circulation, on ne peut atteindre cet objectif. Donc la libre circulation est une condition sine qua non de l'effectivité et de la réalisation même de l'intégration économique au sein de l'espace communautaire CEMAC. Alors, d'après vous, quels sont les avantages concrets que les populations des pays membres de la CEMAC pourraient-elles tirer de la libre circulation ou alors tirent-elles de la libre circulation, Dr Mbagwara? Le principal avantage que les populations de la CEMAC pourraient tirer de la libre circulation des personnes et des biens est tout simplement celui de la qualité de la prestation, notamment de l'amélioration de la qualité de la prestation. Parce que la libre circulation amène vers ces populations des biens et des services qui, parce qu'ils sont concurrentiels, sont de meilleure qualité. Donc, le principal avantage pour les populations, c'est que à partir de ce moment, à partir du moment où il y a une libre circulation, ces populations ont accès à des biens et à des services de meilleure qualité. D'accord. On sait que entre les États membres, tout ne se passe pas toujours comme une lettre à la poste. Comment les désaccords entre les États membres affectent-ils la crédibilité et l'avenir de la CEMAC? Les politiques discriminatoires pratiquées par certains États de la CEMAC affectent négativement cette institution. Tout d'abord parce qu'elles remettent en cause, elles remettent en question le processus d'intégration que l'institution essaye de mettre en application, en pratique, mais beaucoup plus parce qu'à l'international, elles remettent en question l'image même de la CEMAC. On a l'impression, à partir de ce moment, que la CEMAC est une institution creuse. Pourquoi? Parce que les décisions qui sont prises par la CEMAC ou au sein de la CEMAC ne rentrent pas en application. Il y a un problème d'institutionnalisation même de la CEMAC qui peut laisser croire qu'on a affaire à une coquille vide, à quelque chose qui n'apporte pas vraiment, qui n'a pas un rendement réel et effectif dans la vie des populations de la sous-région. Alors, merci beaucoup, Dr Mbagwara, d'avoir accepté de répondre à nos questions malgré votre emploi de temps très chargé. On rappelle que vous êtes politologue,
enseignant d'université, spécialiste des questions d'intégration sous-régionale et politique communautaire. Chers téléspectateurs, c'est maintenant la fin de cette émission du droit d'agir. Nous sommes très heureux de vous savoir derrière votre petit écran. Merci de nous avoir suivis. Aujourd'hui, nous avons abordé 2 sujets d'une importance capitale. D'abord, les constructions anarchiques et l'impact sur nos villes. Et puis ensuite, nous avons parlé de la libre circulation des personnes en zone CEMAC. Nous espérons que cette émission a suscité en vous une réflexion, mais aussi peut-être une prise de conscience. Merci à toute l'équipe derrière ce programme. Rendez-vous à la prochaine émission. D'ici là, restez connectés sur Carrefour Télévision.